Vous croyez qu'un simple mot peut détruire une vie? Préparez-vous à découvrir comment une soirée au restaurant peut transformer une femme ordinaire en symbole de dignité. Cette histoire va changer votre façon de voir l'amour pour toujours. Le tintement cristallin des verres se mêle au rire complice des couples qui peuplent la Luciole, ce petit bistrot parisien où l'amour semble suspendu dans l'air tiède de mai. Les bougies dansent sur les nappes blanches, leurs reflets tremblotant contre les grandes baies vitrées qui donnent sur le canal Saint-Martin. Dehors, les péniches glissent silencieusement sous les ponts de fer, portant avec elles les secrets nocturnes de la capitale. Camille Mercier pousse la porte vitrée, son cœur battant la chamade. Elle porte une robe bleu marine toute simple, achetée en solde dans une boutique de quartier, mais qui épouse parfaitement sa silhouette menue. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon improvisé, quelques mèches rebelles encadrant son visage aux traits fins. Elle n'a pas l'habitude de ces lieux où chaque détail respire l'aisance bourgeoise. Les serveurs en tablier blanc, les bouquets de pivoine fraîche, l'odeur enivrante de l'entrecôte qui grésille en cuisine. Mademoiselle Mercier, la voix masculine la fait sursauter. Thomas Verneuil se lève d'une table près de la fenêtre, sourire commercial parfaitement étudié, costume sur mesure impeccable. Grand, élégant, la quarantaine assurée, il dégage cette confiance tranquille des hommes habitués à ce que tout leur sourit. Ses yeux bleus parcourent rapidement la silhouette de Camille. Évaluation éclair, première impression cataloguée. Thomas, ravi de vous rencontrer enfin. Il lui tend une main ferme, précise, celle d'un homme qui serre des contrats à 6 chiffres. Camille répond par une poignée plus timide, sentant immédiatement le fossé invisible mais réel qui les sépare. Le serveur les installe à la table réservée, face au canal, où les lumières de la ville dansent sur l'eau noire. Thomas commande sans consulter la carte, un Saint-Émilion 2018, s'il vous plaît, tandis que Camille étudie anxieusement les prix. Tout ici coûte l'équivalent de 3 jours de son salaire. Alors Camille, puis-je vous appeler Camille? Il sourit, déjà sûr de la réponse. Mathilde m'a dit que vous étiez discrète. J'aime les femmes qui ont du mystère. Elle hoche la tête, tripotant nerveusement sa serviette en tissu. Autour d'eux, les conversations murmurent, fragments de vie dorés, projets de week-end en Normandie, placements financiers, vacances aux Seychelles. C'est un théâtre où elle ne connaît pas son rôle. Vous habitez quel arrondissement? Demande Thomas en découpant son pavé de bœuf avec une précision chirurgicale. Le 19e. Un silence, imperceptible, mais elle l'a senti. Ah, près de Belleville? Le mot tombe comme s'il venait de mentionner une zone de guerre. Camille acquiesce, comprenant déjà que son code postal la classe dans une catégorie précise de l'univers mental de cet homme. Il parle de météo, d'embouteillage parisien, du dernier film à la mode. Thomas monopolise la conversation, racontant ses voyages d'affaires, ses restaurants préférés, ses opinions tranchées sur la politique. Camille écoute, acquiesce, sourit aux moments attendus. Elle sait jouer ce rôle de femme charmante et effacée. Mais au fond de ses yeux noisettes brille autre chose, une intelligence vive qui observe et analyse chaque geste, chaque intonation. Elle voit Thomas pour ce qu'il est, un homme habitué à impressionner, à conquérir, à collectionner. Le vin coule, ambré et généreux. Les bougies ont fondu de moitié. Dehors, Paris s'illumine pour la nuit. Et Camille se sent comme une actrice débutante sur une scène trop grande pour elle. Mais elle tient son rôle avec une grâce naturelle qui échappe totalement à son compagnon. L'interrogatoire va bientôt commencer. Et vous travaillez où? Dessus de la table comme une épée de Damoclès. Thomas la pose avec cette désinvolture des gens pour qui le travail n'est qu'un territoire de pouvoir et de prestige. Il attend visiblement qu'elle mentionne quelques cabinets d'avocats, quelque agence de communication, peut-être un poste dans la mode. Ces professions féminines qui sonnent bien dans les dîners parisiens. Camille pose délicatement sa fourchette. Les mots restent coincés dans sa gorge. Autour d'eux, l'atmosphère feutrée continue son ballet. Tintement de verre, murmures complices, rire cristallin. Elle respire profondément. Je suis employé de maison. Les 5 mots tombent dans le silence. Net, précis, assumé. Thomas cligne des yeux. 1 fois, 2 fois, comme s'il n'avait pas bien entendu.
ou comme s'il espérait qu'elle allait se reprendre, rire, révéler la vraie plaisanterie. « Pardon ? Je nettoie les maisons, je fais le ménage chez des particuliers. » Cette fois, c'est dit, pas d'euphémisme, la vérité brute. Thomas se penche légèrement en arrière, comme si elle venait de révéler une maladie contagieuse. Son regard parcourt à nouveau sa robe, ses mains aux ongles impeccables, son chignon sage. Mais maintenant, il voit autre chose. Il voit l'imposture. Un rire, court, sec, méprisant. Il éclate malgré lui, réflexe social incontrôlable. Quelques têtes se tournent aux tables voisines. Thomas plaque immédiatement une main sur sa bouche, mais le mal est fait. Ce rire contient toute la condescendance du monde. « Vous plaisantez ?» Camille secoue la tête lentement. Elle sent quelque chose se briser en elle, pas sa dignité, mais l'illusion qu'elle nourrissait encore sur la nature humaine. Thomas consulte ostensiblement sa montre. « L'addition, s'il vous plaît. » Le serveur approche, confus. « Mais, monsieur, vous n'avez pas pris le des, l'addition. » Le ton tranche comme une lame. Camille reste immobile, les mains posées bien à plat sur la nappe blanche. Elle ne dit rien, ne proteste pas, ne tente pas de le retenir. Elle le regarde orchestrer sa fuite avec la précision d'un homme d'affaires qui annule un contrat défaillant. Thomas sort un portefeuille en cuir italien, pose 2 billets sur la table sans regarder le montant. Trop, le pourboire de la culpabilité. Il se lève, reboutonne sa veste, lisse une cravate déjà parfaite. « Bonne soirée, mademoiselle. » Pas d'excuses, pas de prétexte. Il part comme on ferme un dossier. Ses pas résonnent sur le parquet ciré, puis s'estompent. La porte vitrée se referme avec un petit tintement de clochette. Camille reste seule face au canal qui coule, indifférent aux humiliations des humains. Les bougies continuent de danser, les couples continuent de roucouler, les serveurs continuent leur ballet, mais elle est devenue invisible. Pire, visible de la mauvaise façon. Elle sent les regards peser sur ses épaules. Certains clients détournent pudiquement les yeux, d'autres chuchotent derrière leurs mains. Le serveur s'approche, compatissant, mais gêné. « Mademoiselle, tout va bien ?» Elle lève vers lui un visage serein, presque souriant. Dans ses yeux brille une lueur nouvelle, pas de la résignation, mais quelque chose de plus fort, de plus pur. Oui, tout va parfaitement bien. Et c'est la vérité. Pour la première fois de sa vie, Camille Mercier sait exactement qui elle est. Dans l'angle le plus discret du restaurant, à une table que les habitués appellent le poste d'observation, un homme observe la scène qui vient de se jouer. Gabriel Lemaire n'avait pas prévu de dîner seul ce soir. Un rendez-vous d'affaires annulé à la dernière minute l'a conduit ici, dans ce refuge qu'il fréquente depuis 15 ans. Ici, personne ne vient le déranger pour parler placement ou acquisition. Mais ce soir, quelque chose d'inhabituel a capté son attention. Cette femme en robe bleu marine assise près de la fenêtre lui semble familière. Il plisse les yeux, fouille sa mémoire, puis, comme une révélation, le déclic se fait. Camille Mercier, sa femme de ménage. Gabriel reste immobile, le verre de Bordeaux suspendu à mi-chemin entre la table et ses lèvres. Pendant 3 ans, elle a traversé sa maison de Neuilly comme un fantôme efficace, arrivant à 8 heures précises, repartant à 16 heures sans un bruit. Il l'a croisée peut-être 50 fois, échangeant des bonjours polis, des remerciements distants. Pour lui, elle était un service, impeccable, invisible, interchangeable, mais la femme qu'il voit maintenant n'a rien d'invisible. Habillée avec soin, les cheveux relevés avec élégance, elle rayonne d'une beauté discrète mais indéniable. Comment a-t-il pu ne jamais la remarquer? Comment a-t-il pu réduire cette personne à une simple fonction? Il observe l'homme qui lui fait face. Costume cher, gestuelle arrogante, sourire de commercial prospère. Gabriel connaît ce type d'individu. Il en côtoie quotidiennement dans ses conseils d'administration. Des hommes qui jaugent tout en termes de profit et de prestige. Mais il y a quelque chose d'autre dans les gestes de Thomas Verneuil. Quelque chose que Gabriel reconnaît malgré lui. Cette tension imperceptible des nouveaux riches qui surjouent leur assurance. Cette façon un peu trop appuyée de commander le vin. Cette désinvolture calculée qui masque mal une insécurité profonde. Gabriel se souvient soudain, Verneuil. Ce nom lui dit quelque chose. Un consultant qui gravite autour des milieux financiers sans jamais y appartenir vraiment.
Un homme qui collectionne les signes extérieurs de réussite pour mieux oublier qu'il n'est qu'un intermédiaire, jamais un décideur. Quand Camille prononce ces mots, « Je suis employé de maison », Gabriel sent quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il voit l'effet immédiat sur son compagnon, le recul instinctif, le calcul rapide qui transforme une femme en erreur de casting. Mais plus troublant encore, il reconnaît cette expression. Il l'a portée lui-même, combien de fois, face à des gens qu'il jugeait indignes de son attention. L'humiliation qui suit le révolte, pas seulement parce qu'elle touche Camille, mais parce qu'elle révèle la bassesse ordinaire d'un monde qu'il fréquente sans y penser. Ce rire méprisant, Gabriel l'a entendu 1000 fois dans les dîners en ville, les réceptions, les conseils d'administration. Il y a participé par omission, par silence complice. L'homme se lève, jette quelques billets sur la table comme on paie une erreur et disparaît dans la nuit parisienne. Gabriel le suit des yeux avec dégoût, mais aussi avec une reconnaissance trouble. Il vient de voir son propre reflet dans ce miroir déformant. Puis, son regard revient sur Camille. Elle n'a pas bougé. Assise bien droite, les mains posées avec grâce sur la nappe, elle regarde par la fenêtre le canal qui coule, paisible et indifférent. Sur son visage, aucune trace de colère ou d'amertume, juste une sérénité troublante, comme si elle venait de passer un test dont elle connaissait déjà les résultats. Gabriel observe sa posture, cette dignité naturelle qui ne se décrète pas, qui ne s'achète pas. Il pense à sa propre ex-épouse, Isabelle, qui avait quitté leur mariage en emportant la moitié de sa fortune et en laissant derrière elle une amertume infinie. Isabelle qui, malgré son éducation raffinée et son pédigré social, n'avait jamais possédé le 10e de la noblesse que dégage maintenant cette femme humiliée. Gabriel fait discrètement signe au serveur. La table près de la fenêtre, ajoutez-la à ma note, s'il vous plaît. Mais le monsieur a déjà réglé. Alors remboursez la dame. Discrètement, le serveur acquiesce, habitué aux excentricités de sa clientèle fortunée. Gabriel continue d'observer Camille, fasciné par cette alchimie mystérieuse qui transforme l'humiliation en leçon de grandeur. C'est la première fois qu'il la voit vraiment, non pas comme un service qu'il paye, mais comme une personne avec sa propre histoire, ses propres blessures, sa propre force. Il repense à toutes ces fois où elle a nettoyé sa maison, rangé ses affaires, préparé son environnement pour qu'il puisse y évoluer sans contrainte. Elle connaît ses habitudes mieux que lui-même, l'heure de son café, la température de ses pièces, l'ordre de ses livres. Elle sait qu'il ne supporte pas les fleurs fanées, qu'il préfère ses chemises repassées d'une certaine façon, qu'il laisse toujours traîner ses dossiers sur le bureau de la bibliothèque. Pendant 3 ans, elle a été la gardienne silencieuse de son intimité, et lui ne lui a jamais accordé plus d'attention qu'à un meuble. Quand elle se lève enfin, remerciant poliment le serveur qui lui annonce l'annulation de l'addition, Gabriel ressent quelque chose qu'il n'a pas éprouvé depuis longtemps. Pas de la pitié, elle n'en a visiblement pas besoin. Plutôt, une forme d'admiration troublante, mêlée d'une culpabilité sourde. Elle rajuste son sac à main, salue le personnel avec une politesse naturelle et se dirige vers la sortie. Gabriel la regarde s'éloigner, conscient qu'il vient d'assister à quelque chose d'important. Un réveil peut-être, ou une prise de conscience qui va bouleverser l'ordre établi de son existence trop ordonnée. Dans sa poche, son téléphone vibre. Un message de son assistante concernant le conseil d'administration de demain. Gabriel l'ignore. Pour la première fois depuis des années, les affaires peuvent attendre. La nuit parisienne accueille Camille avec sa fraîcheur de mai, mélange d'humidité du canal et de promesses d'été. Les réverbères dessinent des flaques de lumière dorée sur les pavés mouillés par une averse récente, et les platanes bruissent doucement dans la brise nocturne. Elle marche d'un pas égal vers l'arrêt de bus, ses talons résonnant en écho régulier contre les façades haussmanniennes. Chaque pas l'éloigne de cette soirée qui aurait pu la briser, mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans ce restaurant, une forme de libération qu'elle n'avait pas anticipée. En révélant sa condition sans honte, en assumant sa vérité face au mépris, elle s'est retrouvée, plus entière qu'avant, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Derrière elle, à une distance respectueuse, Gabriel Lemaire hésite. Il a quitté le restaurant quelques minutes après elle, poussé par une impulsion qu'il ne sait pas nommer.
Suivre une femme dans la rue, l'idée lui aurait paru grotesque il y a encore une heure. Mais il ne peut pas la laisser rentrer seule après ce qu'il vient de voir. Il observe sa démarche, cette façon qu'elle a de porter sa dignité comme une armure invisible. Ses épaules droites ne trahissent aucun affaissement, aucune défaite. Au contraire, il y a dans sa silhouette quelque chose de plus ferme qu'au début de la soirée, comme si l'épreuve l'avait révélée à elle-même. Camille s'arrête à l'arrêt de bus, consulte les horaires affichés sous le réverbère. Dans la lumière jaunâtre, son profil se découpe avec une netteté de camée. Gabriel reste dans l'ombre d'une porte cochère, se sentant ridicule, mais incapable de partir. Il découvre cette femme qu'il croyait connaître et réalise qu'elle lui est totalement étrangère. Un couple passe en riant, bras dessus bras dessous, leur voix résonnant joyeusement dans la rue vide. Camille les suit du regard avec une mélancolie fugace, puis reporte son attention sur l'avenue où les phares des voitures dessinent des traînées lumineuses. Gabriel se demande à quoi elle pense, à cette soirée ratée, à cet homme qui l'a humiliée, ou à autre chose, quelque chose de plus profond qui l'habite depuis longtemps. Il réalise soudain qu'il ne sait rien d'elle, rien de sa vie au-delà des 8 heures quotidiennes qu'elle passe dans sa maison. Où habite-t-elle exactement dans le 19e? Avec qui? A-t-elle de la famille, des amis, des rêves qui dépassent les corvées ménagères? Le bus 75 apparaît au bout de la rue, gros insecte jaune crachant sa lumière dans la nuit. Camille fouille dans son sac, sort un passe Navigo usagé. Gabriel observe chacun de ses gestes, troublé par cette intimité involontaire. Combien de fois a-t-elle fait ce trajet? Combien de soirées s'est-elle retrouvée seule dans les transports en commun après une journée passée à nettoyer les traces de vie qui ne sont pas la sienne? Une bouffée de culpabilité l'envahit. Pendant qu'elle prenait 3 bus pour rentrer chez elle, lui montait dans sa BMW climatisée avec chauffeur. Pendant qu'elle comptait ses euros pour s'offrir une robe en solde, lui dépensait sans compter chez les grands couturiers. Pendant qu'elle subissait l'humiliation d'un Thomas Verneuil, lui évoluait dans un monde qui la considérait comme quantité négligeable. Le bus s'arrête dans un souffle pneumatique. Camille monte, valide son titre de transport, disparaît dans la luminosité artificielle de l'habitacle. Gabriel la voit choisir une place côté fenêtre, s'asseoir avec cette même grâce tranquille qu'elle a montrée au restaurant. Leurs regards se croisent une fraction de seconde à travers la vitre et Gabriel a l'impression qu'elle l'a vu. Mais c'est impossible. Il est dans l'ombre, elle dans la lumière. Pourtant, quelque chose dans ses yeux semble dire « Je sais que vous êtes là ». Le bus redémarre, emportant Camille vers le 19e arrondissement, vers cette vie parallèle qu'elle mène loin des beaux quartiers. Gabriel reste planté sur le trottoir, regardant les feux arrière disparaître au coin de la rue République. Il se sent étrangement désœuvré, comme quelqu'un qui vient de rater un rendez-vous important sans savoir lequel. Il sort son téléphone, compose machinalement le numéro de son chauffeur, puis raccroche avant la première sonnerie. Il a envie de marcher, de réfléchir, de digérer ce qu'il vient de vivre. Cette soirée a fissuré quelque chose en lui, une certitude confortable qu'il portait depuis des années. En remontant vers Neuilly, Gabriel pense à sa maison silencieuse qui l'attend, avec ses pièces trop grandes et ses objets trop chers. Demain matin, à 8 heures précises, Camille sonnera à sa porte. Elle enfilera son uniforme, prendra ses produits d'entretien et redeviendra invisible. Mais lui ne pourra plus faire semblant de ne pas la voir. Il pense aussi à Thomas Verneuil, à ce rire méprisant qui résonne encore dans sa mémoire. Combien de fois a-t-il été complice de telles humiliations? Combien de fois a-t-il détourné les yeux quand quelqu'un de son milieu méprisait publiquement un inférieur? Le vent nocturne charrie des odeurs de printemps et de liberté. Pour la première fois depuis longtemps, Gabriel Lemaire se demande ce que cela fait d'attendre un bus sous la pluie, de compter ses euros avant de choisir un plat, de rentrer chez soi dans un appartement où personne ne vous attend. Cette femme qu'il a vue ce soir, digne, belle, humiliée puis relevée, lui a donné une leçon qu'aucune école de commerce n'enseigne. Une leçon sur ce qui fait la vraie valeur d'un être humain. Et maintenant, il ne sait plus très bien qui il est. 8 heures précises.
Comme chaque matin depuis 3 ans, Camille Mercier sonne à la grille forgée du 47, avenue Foch. Le portail électrique s'ouvre avec son ronronnement familier et elle remonte l'allée de gravier blanc qui serpente entre les massifs de rhododendrons. La maison de Gabriel Lemaire se dresse devant elle, imposante demeure du Second Empire aux façades de pierre blonde avec ses bow windows ouvragés et sa marquise de fer forgé. L'air matinal sent le chèvrefeuille et l'herbe fraîchement tondue. Jacques, le jardinier, lui adresse son salut habituel d'un signe de la main avant de retourner à ses rosiers. Camille pousse la porte de service, traverse l'office carrelé de blanc et gagne le vestiaire où l'attend son uniforme. Chemisier blanc immaculé, jupe noire aux genoux, tablier brodé aux initiales GL. Mais ce matin, quelque chose a changé. En enfilant sa tenue de travail, elle repense à la soirée d'hier, à cette humiliation qui s'est muée en révélation. Elle n'éprouve aucune amertume, plutôt un sentiment étrange de libération. Thomas Verneuil lui a rendu service sans le savoir. Il lui a rappelé qui elle était vraiment. Elle commence sa routine par la bibliothèque, cette pièce aux boiseries sombres où s'alignent des milliers de livres que personne ne lit jamais. Les rayons de soleil filtrent à travers les rideaux de soie, projetant des losanges dorés sur le parquet ciré. Camille époussette méthodiquement chaque volume, ces témoins silencieux d'une culture qu'elle admire, mais qui ne lui appartient pas. En passant devant les romans de Maupassant, ceux qu'elle feuillette parfois en secret, elle s'arrête. Bel ami, l'histoire de Georges Duroy, ce homme du peuple qui gravit l'échelle sociale à coups de charme et de cynisme. Une ascension à l'opposé de sa propre philosophie. Camille préfère rester en bas de l'échelle avec sa dignité plutôt que de monter en perdant son âme. Camille, la voix la fait sursauter. Gabriel Lemaire se tient dans l'embrasure, une tasse de café fumante à la main. D'ordinaire, il ne descend jamais avant 10 heures, et quand il la croise, c'est toujours avec ce regard absent des gens qui voient à travers vous. Mais aujourd'hui, ses yeux gris la fixent avec une intensité nouvelle. Il a l'air différent, moins sûr de lui, peut-être, plus humain, et quelque chose dans son expression, une gêne, une curiosité bienveillante, la déstabilise. « Bonjour, monsieur le maire, ça va ?» La question la surprend par sa simplicité directe. En 3 ans, il ne la lui a jamais posée. Leurs échanges se limitaient aux politesses d'usage. « Bonjour, merci, bonne journée. » Camille étudie son visage, y cherchant l'explication de ce changement soudain. « Oui, monsieur. »« Très bien. » Gabriel hoche la tête, mais ne s'éloigne pas. Il boit une gorgée de café, l'observe qui range les livres avec un soin minutieux. Pour la première fois, il remarque la grâce de ses gestes, la précision de ses mouvements, cette façon qu'elle a de traiter chaque objet avec respect. Ces livres, vous les regardez parfois. Camille s'immobilise, un exemplaire de Proust entre les mains. La question la surprend par son côté personnel, presque intime. Oui, parfois. Quand j'époussette, et « Ça vous plaît ?» Elle le regarde franchement, cherchant le piège dans cette curiosité inattendue. Mais Gabriel semble sincère, presque vulnérable. Il y a dans sa voix une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. « J'aime bien Maupassant. Et Victor Hugo, bien sûr, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. » Gabriel acquiesce, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Il reste là encore un moment, à l'observer travailler, puis s'éclipse aussi silencieusement qu'il était venu. Camille continue son travail, troublée par cette interaction inhabituelle. Dans le salon Louis XVI, elle dispose avec art les pivoines blanches dans le vase de cristal, remarquant pour la première fois comme la lumière joue sur les pétales nacrés. Dans la cuisine design, elle nettoie les surfaces d'acier brossé qui reflètent son image déformée. Tout au long de la matinée, elle sent une présence. Gabriel ne l'espionne pas, il vaque à ses occupations habituelles. Mais leurs chemins se croisent plus souvent que d'ordinaire. Un bonjour dans l'escalier, un sourire en passant devant son bureau, un merci pour les fleurs fraîches sur sa table de travail. Vers 11 heures, alors qu'elle passe l'aspirateur dans le grand salon, Gabriel redescend, un dossier à la main. Il s'arrête, la regarde travailler un moment. Elle éteint l'appareil, gênée. « Je vous dérange ? Je peux revenir plus tard. Non, continuez. » Il hésite, puis ajoute « Vous savez, cette maison n'a jamais été aussi bien tenue. Je n'y fais jamais attention d'habitude, mais
Vous faites du bon travail. Le compliment la touche plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Personne ne remarque jamais son travail. C'est même le but, qu'il soit invisible. Mais là, pour la première fois, quelqu'un reconnaît son savoir-faire. Merci, monsieur. Gabriel semble vouloir ajouter quelque chose, mais il se contente de hocher la tête et remonte dans son bureau. À midi, en préparant son déjeuner frugal dans l'office, Camille réfléchit à ce changement subtil. Elle n'est pas naïve, elle sait reconnaître l'intérêt d'un homme. Mais celui-ci semble différent, moins prédateur, plus respectueux. Elle repense à sa conversation avec Thomas hier soir, à cette facilité avec laquelle il l'avait catalogué puis rejeté. Gabriel Lemaire, lui, la paie depuis 3 ans pour nettoyer sa maison. Il connaît sa condition sociale mieux que quiconque. Alors pourquoi ce regard nouveau? Qu'est-ce qui a changé? En regardant par la fenêtre de l'office, elle voit Gabriel dans le jardin, au téléphone. Il arpente la pelouse en gesticulant, visiblement contrarié par sa conversation professionnelle. Mais quand il lève les yeux vers la maison et qu'il l'aperçoit à la fenêtre, son expression change instantanément. Il lui adresse un petit signe de la main presque timide. Camille répond par un sourire spontané, puis se détourne, troublée. Dehors, Paris s'active sous le soleil de mai. Les jardins du bois de Boulogne bruissent de promeneurs oisifs et les terrasses des cafés se remplissent de cette bourgeoisie parisienne que Camille sert sans y appartenir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demande ce que pense vraiment cet homme qui l'emploie. Cet homme qui possède tout ce qu'elle n'aura jamais, mais qui ce matin l'a regardée comme si elle existait vraiment. Et pour la première fois aussi, elle se surprend à espérer que ce regard nouveau ne s'éteindra pas avec le temps. L'hôtel de Soubise déploie sa magnificence rococo sous les lustres de cristal, transformé pour l'occasion en écrin pour l'élite parisienne. Ce gala de bienfaisance, art et patrimoine, une vision d'avenir, rassemble 300 invités triés sur le volet, tous unis par cette aisance financière qui permet d'acheter sa bonne conscience au prix d'un chèque généreux. Gabriel Lemaire circule entre les groupes, smoking impeccable, sourire de circonstance. Il connaît ce ballet social par cœur, poignée de main calculée, compliments convenus, promesses d'investissement murmurées entre 2 coupes de champagne. Mais ce soir, il se sent détaché de cette comédie mondaine, comme si la soirée d'hier au bistrot avait fissuré le vernis de ses certitudes. Les femmes portent des robes qui coûtent plus cher qu'un salaire annuel. Les hommes arborent des montres qui pourraient financer une école. Tout respire l'opulence assumée, cette richesse qui ne se cache plus mais s'exhibe avec l'arrogance de ceux qui ont oublié ce que signifie compter. Gabriel remarque soudain une silhouette familière près du buffet. Camille, vêtue de l'uniforme noir et blanc du traiteur, dispose avec précision des canapés sur des plateaux d'argent. Elle fait partie de cette armée invisible qui permet à de telles soirées d'exister. Serveurs, agents de sécurité, personnel technique, tous ces gens qui travaillent pour que les privilégiés puissent se divertir sans voir les rouages de leur plaisir. Il l'observe à distance, fasciné par cette coïncidence qui la place de nouveau sur son chemin. Elle évolue avec la même grâce discrète que dans sa maison, efficace et transparente, ignorée par les invités qui prennent ses services pour acquis. Mais Gabriel voit maintenant ce qui lui échappait avant. Cette façon qu'elle a d'anticiper les besoins, de circuler sans jamais gêner, de rendre service sans servilité. Charmant décor, n'est-ce pas? La voix nasillarde appartient à Hervé de Montclair, héritier d'une fortune textile, connu pour ses opinions tranchées et son mépris affiché pour tout ce qui n'appartient pas à son monde. Il suit le regard de Gabriel vers Camille et son sourire se teinte d'une malice cruelle. Gabriel étudie discrètement cet homme qu'il côtoie depuis des années sans jamais vraiment l'apprécier. Montclair a cette arrogance particulière des héritiers de 3e génération, celle qui naît du fait de n'avoir jamais eu à mériter sa position. Contrairement aux nouveaux riches qui compensent leur complexe par l'ostentation, les vieilles fortunes comme la sienne cultivent une supériorité tranquille, plus pernicieuse encore. Ces organisateurs pensent vraiment à tout, continue Montclair en désignant Camille d'un geste nonchalant. Même la décoration humaine est soignée. Cette petite là-bas, par exemple, plutôt jolie pour du personnel de service. Quelques rires complices fusent autour d'eux.
Gabriel sent quelque chose se contracter dans sa poitrine, une colère sourde qu'il a rarement éprouvée. Camille, elle, a entendu. Il voit ses épaules se raidir imperceptiblement, mais elle continue son travail sans broncher, habituée à ses piques venimeuses. « Vous la connaissez, cette employée ?» demande Montclair, avec un sourire entendu. La question contient une insinuation claire. Dans ce milieu, les relations avec le personnel sont sujets à fantasmes et sous-entendus. Gabriel comprend le sous-texte. Montclair cherche le scandale, la confidence croustillante qu'il pourra distiller dans les dîners parisiens. Elle n'est pas la décoration. Les mots sortent plus secs que Gabriel ne l'avait prévu. Le petit groupe se tourne vers lui, surpris par le ton. « Pardon ?» Montclair hausse un sourcil, amusé par cette réaction inattendue. « Vous semblez bien la connaître pour prendre sa défense avec tant de passion. » Gabriel soutient le regard de Montclair, conscient d'avoir franchi une ligne invisible. Dans ce milieu, on ne défend pas les domestiques. On ne remet pas en question l'ordre établi. On ne trouble pas la surface lisse des conventions sociales. Je dis qu'elle n'est pas la décoration. Elle est la structure qui fait tenir cette maison. Le silence se fait autour d'eux, lourd de malaise et d'incompréhension. Les autres convives échangent des regards embarrassés. Madame de Vauclair, douairière de la haute société, fronce ses sourcils botoxés. Le baron de Mesnil tousse dans sa barbe. L'atmosphère s'est tendue d'un coup. « Ah, vous la connaissez donc, personnellement ?» Montclair sourit, mais son regard s'est durci. Une relation intime, peut-être? L'insinuation est claire, ordurière. Gabriel sent la rage monter, mais se contrôle. Faire un esclandre ne servirait à rien, sinon à exposer Camille davantage. Il mesure soudain le piège dans lequel il vient de tomber. En la défendant, il l'a transformée en objet de curiosité malsaine. « Je la respecte. Nuance. Comme c'est. Touchant, » ricane Montclair. Un mécène qui s'intéresse de si près au personnel. J'espère que ce respect s'exprime de façon généreuse. Entendus deviennent de plus en plus explicites. Gabriel réalise qu'il a commis une erreur tactique. Dans ce monde de façades et de non-dits, sa franchise a été interprétée comme un aveu, pire, comme une faiblesse. Il s'éloigne sans répondre, laissant le groupe médusé mais alimenté en ragots pour les semaines à venir. Quelques pas plus loin, il croise le regard de Camille. Elle a tout entendu, tout compris. Dans ses yeux, il lit un mélange complexe d'émotions, reconnaissance, inquiétude et quelque chose d'autre qu'il ne sait pas identifier. Le reste de la soirée s'écoule dans un brouillard d'obligations sociales. Gabriel serre les mains qu'il faut serrer, prononce les mots qu'on attend de lui, mais son esprit reste fixé sur cette femme qui traverse l'assistance avec ses plateaux, indifférente aux regards qui la suivent maintenant avec une curiosité nouvelle. Quand il la voit disparaître vers les cuisines, il réalise qu'il vient de franchir un point de non-retour. En la défendant publiquement, il a révélé quelque chose qu'il ne savait même pas éprouver, quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'admiration, être à de l'amour naissant. Mais il sait aussi qu'il vient de lui créer des problèmes. Dans les semaines qui viennent, Camille devra affronter les regards, les chuchotements, les suppositions. Par sa faute, pour la première fois de sa vie, Gabriel Lemaire découvre que l'amour peut commencer par une erreur. 2h30. La maison de Neuilly a retrouvé son silence habituel, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise dans le hall d'entrée. Gabriel Lemaire erre dans les pièces trop grandes, incapable de trouver le sommeil. Les images de la soirée tournent dans sa tête, le sourire méprisant de Montclair, le regard de Camille quand il l'a défendu, cette sensation étrange d'avoir enfin dit quelque chose d'important tout en commettant une erreur tactique. Il descend à la cuisine, cette pièce moderne aux lignes épurées où il ne met jamais les pieds. L'îlot central en granit noir reflète les spots halogènes, créant une atmosphère presque irréelle. Il se sert un verre d'eau, regardant machinalement par la baie vitrée les jardins plongés dans l'obscurité. Le bruit d'une clé dans la serrure le fait sursauter. Camille apparaît dans l'embrasure, encore vêtue de son uniforme de serveuse, un sac de sport à l'épaule. Elle s'immobilise en le voyant, visiblement surprise de le trouver là.
Monsieur le maire, je ne savais pas que vous étiez encore debout, je venais juste récupérer mon pull, je l'avais oublié ce matin dans le vestiaire. Vous n'avez pas à vous justifier, c'est moi qui devrais être gêné de vous déranger. » Un silence s'installe, chargé d'une tension nouvelle. Gabriel l'observe, les cheveux légèrement défaits après cette longue soirée de travail, la fatigue qui tire ses traits fins, mais toujours cette dignité naturelle qui l'impressionne. Il y a aussi autre chose dans son expression, une forme de résolution comme si elle avait pris une décision importante. « Vous voulez un café ou un thé ?» La proposition la décontenance. Jamais un patron ne lui a offert à boire dans sa propre cuisine. Jamais elle n'a été invitée à s'asseoir dans ces lieux qu'elle nettoie sans y vivre. Non merci. Il est tard. Je ne voudrais pas vous déranger davantage. Vous ne me dérangez pas, Camille. Au contraire, il y a quelque chose dans sa voix, une douceur, une sincérité qui la retient. Elle pose son sac, s'avance prudemment vers l'îlot central, mais reste debout, les mains croisées. « Ce soir, à la réception, » commence Gabriel. « Vous n'auriez pas dû. Ces gens-là, ils vont jaser, inventer des histoires. » Elle lève les yeux vers lui et il y voit une détermination qu'il ne lui connaissait pas. « Mais merci, personne ne m'avait jamais défendu comme ça. » Et alors, qu'il jase. La simplicité de sa réponse la désarçonne. Gabriel Lemaire, l'homme d'affaires impitoyable, semble se moquer complètement de l'opinion de ses pairs. « Vous ne comprenez pas. Moi, je n'ai pas le luxe de me moquer de leur opinion. Ces gens-là, ils se parlent, ils ont leur réseau, un mot de travers, et je peux perdre tous mes contrats. » Gabriel réalise soudain l'égoïsme involontaire de son geste. En la défendant, il pensait à sa propre conscience, pas aux conséquences pour elle. « Parlez-moi de vous, Camille. Vraiment, je veux dire, au-delà de ce que je vois ici, dans cette maison. » Elle le regarde comme s'il venait de lui demander de résoudre une équation impossible. Personne, jamais, ne lui a posé cette question. Pas même Thomas hier soir. Lui n'avait voulu que la cataloguer, pas la connaître. Il n'y a rien d'extraordinaire à raconter, monsieur Gabriel. Appelez-moi Gabriel. Un prénom. Ce petit mot change tout, abat une barrière invisible entre eux. Camille sent quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Ma mère est malade, Alzheimer précoce, 58 ans. Les mots sortent d'eux-mêmes, comme si ce prénom avait ouvert une vanne. Elle ne me reconnaît plus depuis 6 mois. Parfois, elle a peur de moi, elle crie « Mes frères, ils n'y arrivent plus, alors je paie la maison de retraite, les médicaments, les soins. » Gabriel l'écoute sans l'interrompre, découvrant cette vie parallèle qu'il n'avait jamais soupçonnée. Camille parle de ses matins à 4 heures pour enchaîner 3 maisons avant la sienne, de ses soirées de service comme ce soir pour arrondir les fins de mois, des transports en commun bondés qui l'emmènent d'un monde à l'autre. Mon père est mort quand j'avais 16 ans, accident de chantier. Pas d'assurance, pas d'indemnité, on s'est retrouvés à la rue. Sa voix reste posée, factuelle, mais Gabriel entend la douleur contenue. J'ai arrêté l'école, j'ai commencé à faire des ménages. Mes frères étaient de plus jeunes, ils avaient besoin de manger. Et vous aviez des rêves. Camille sourit, un sourire triste et beau à la fois. Je voulais être institutrice. J'aimais bien l'idée d'apprendre aux enfants à lire. Elle hausse les épaules. Les rêves, c'est pour ceux qui peuvent se les payer. Gabriel sent quelque chose se briser en lui. Cette femme magnifique et courageuse, a sacrifié sa vie pour tenir sa famille à bout de bras. Pendant que lui héritait d'un empire financier sans effort, elle se battait pour chaque euro, chaque jour de répit. « Mais vous savez quoi ?» continue Camille, et sa voix prend une inflexion plus ferme. « Je ne regrette rien. Mes frères ont pu étudier. L'un est devenu infirmier, l'autre mécanicien. Ils ont une vie décente grâce au sacrifice que j'ai fait. » Elle se redresse légèrement, et Gabriel voit cette fierté qui l'anime. Pas celle de l'orgueil, mais celle du devoir accompli. Et ma mère, même si elle ne me reconnaît plus, elle est propre, elle est soignée, elle mange à sa faim. C'est peut-être tout ce que je peux lui offrir maintenant, mais c'est quelque chose. « Pourquoi vous me racontez ça ?» demande-t-elle soudain, comme si elle prenait conscience de cette confidence inattendue. « Parce que vous existez, Camille. Parce que pendant 3 ans, j'ai vécu à côté de vous sans vous voir. Parce que j'ai honte de ma cécité. » Les mots résonnent dans la cuisine silencieuse. Dehors, une chouette ulule dans les grands chênes du jardin. Vous n'avez pas à avoir honte. Chacun vit sa vie comme il peut. Non,
Ce n'est pas aussi simple. Gabrielle se rapproche et elle ne recule pas. Hier soir, au restaurant, j'étais là, j'ai tout vu. Camille ouvre de grands yeux, le souffle coupé. Vous étiez au Luciole? J'ai vu cet homme vous humilier. Et j'ai vu votre dignité face à sa bassesse. Vous m'avez donné une leçon, Camille. Une leçon sur ce qui compte vraiment. Elle reste silencieuse un long moment, digérant cette révélation. Puis, à sa grande surprise, elle esquisse un sourire. C'est pour ça que vous me regardez différemment depuis ce matin, parce que vous étiez là, c'est pour ça que j'ai enfin ouvert les yeux. Non, le mot tombe sec, définitif, dans le bureau lambrissé de Gabrielle. Camille se tient debout face à lui, le menton relevé, les mains serrées sur son tablier blanc. Par la fenêtre, les jardins de Neuilly baignent dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi de mai, mais l'atmosphère dans la pièce est électrique. Écoutez-moi, au moins. Non, monsieur le maire. Gabrielle, elle reprend, s'obligeant à utiliser ce prénom qu'il lui a demandé d'adopter. Ce que vous proposez est impossible. Gabrielle se lève de son fauteuil de cuir, contourne son bureau massif. Il porte un costume anthracite qui épouse parfaitement sa silhouette, mais c'est son regard qui retient l'attention. Cette intensité nouvelle, cette vulnérabilité qu'elle découvre depuis quelques jours. Pourquoi impossible? C'est un gala comme les autres, des gens comme les autres, des gens comme les autres. Camille laisse échapper un rire sans joie. Gabrielle, hier soir j'ai servi ces gens-là. Je les ai vus me regarder comme si j'étais un meuble. Et vous voulez que je m'assoie à leur table? L'invitation avait pourtant été formulée avec délicatesse. Un dîner de bienfaisance au palais de Tokyo, une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés. Venez avec moi, pas comme employée, comme accompagnatrice. Les mots avaient résonné étrangement dans la bouche de cet homme habitué à donner des ordres, pas des invitations. Je n'appartiens pas à ce monde, Gabrielle. Et ce monde ne veut pas de moi. Tu appartiens là où tu choisis d'être. Le tutoiement la surprend, crée une intimité soudaine qui la trouble. Gabrielle s'approche encore, assez près pour qu'elle sente son eau de Cologne, un parfum discret, coûteux, qui sent la bergamote et le bois de santal. J'ai vu comment ils me regardent quand je porte un uniforme. Vous imaginez leur tête si j'arrive au bras de Gabrielle Lemaire? Justement, il est temps qu'ils comprennent que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Camille secoue la tête, consciente du fossé qui les sépare. Lui peut se permettre de choquer, de provoquer. Il a les moyens de ses opinions. Elle n'a que sa dignité et son travail. Un faux pas, un scandale, et elle perdrait tout. Et après cette soirée, que se passera-t-il? Vous retournerez à vos affaires, et moi, je redeviendrai la femme de ménage qui a voulu jouer dans la cour des grands. La justesse de sa réflexion le désarme. Gabrielle réalise qu'il n'a pas pensé aux conséquences pour elle, seulement à son propre désir de la voir briller dans ce monde qu'il ignore. Je ne vous demande pas de jouer un rôle, Camille. Je vous demande d'être vous-même. Moi-même. Sa voix se durcit soudain, prend une assurance que Gabrielle ne lui connaissait pas. Mais vous savez qui je suis. La fille qui nettoie vos toilettes, qui passe l'aspirateur dans vos chambres, qui range votre linge sale. Elle fait un pas vers lui, renversant soudain les rapports de force. Vous voulez que je vous dise qui je suis vraiment, Gabrielle? Je suis celle qui connaît vos habitudes mieux que vous-même. Je sais que vous prenez votre café dans la même tasse tous les matins, celle avec un petit ébréché que vous refusez de jeter parce que c'était un cadeau de votre mère. Je sais que vous lisez jusqu'à 3 heures du matin quand vous avez des insomnies, parce que je retrouve vos livres ouverts sur la table de chevet. Je sais que vous gardez une photo de votre ex-femme dans le tiroir de votre bureau, cachée sous vos contrats. Gabrielle pâlit. Cette intimité involontaire le trouble plus qu'il ne voudrait l'admettre. Je sais aussi, continue Camille avec une détermination croissante, que vous avez peur de la solitude. Cette maison immense, ces pièces parfaites où personne ne vit vraiment. Vous collectionnez les objets précieux parce que les êtres humains, c'est plus compliqué. Camille, non, laissez-moi finir. Vous voulez m'emmener dans votre monde? Très bien, mais aux conditions que je choisirai. Gabrielle reste interdit. Cette femme qu'il croyait fragile vient de renverser toutes ses certitudes. C'est elle qui pose les règles, maintenant. C'est elle qui mène le jeu. Quelles conditions?
D'abord, pas le palais de Tokyo. Trop clinquant, trop de vos relations. Si nous devons faire cela, choisissons un endroit neutre, un lieu où ni vous ni moi ne serons en territoire familier. Gabriel acquiesce, fasciné par cette transformation. Ensuite, pas de voiture avec chauffeur, pas de démonstration de richesse. Nous irons comme deux personnes normales qui apprennent à se connaître. Et enfin, demande-t-il, conscient qu'elle garde le meilleur pour la fin. Enfin, vous me promettez que quoi qu'il arrive ce soir-là, que je sois à la hauteur ou pas, que vos amis m'acceptent ou me rejettent, cela ne changera rien entre nous ici. Je garde mon travail, mes horaires, ma dignité. Je ne veux pas de votre pitié, Gabriel. Je veux votre respect. Gabriel la regarde avec un mélange d'admiration et de stupéfaction. En quelques minutes, elle a transformé son invitation maladroite en négociation d'égal à égal. Elle a repris le contrôle de sa propre histoire. Vous acceptez mes conditions? Oui, toutes. Alors d'accord, une soirée pour voir. 3 jours plus tard, un colis arrive à son adresse modeste du 19e. Pas de carte, juste une robe. Simple, élégante, d'un bleu nuit profond qui rehausserait ses yeux noisettes. La matière est soyeuse sous ses doigts, d'une qualité qu'elle n'a jamais possédée. Mais cette fois, Camille ne se sent pas redevable. Elle a fixé les règles. Elle a choisi d'accepter. Le soir venu, debout devant le petit miroir fêlé de sa salle de bain, elle se regarde une dernière fois. La robe lui va parfaitement, comme si elle avait été taillée pour elle. Ses cheveux relevés en chignon dévoilent sa nuque gracile. Elle n'est plus la femme de ménage de l'avenue Foch. Elle n'est pas encore une invitée du gratin parisien. Elle est Camille Mercier, celle qui a osé négocier avec un milliardaire. Et elle se sent prête. La pluie de juin tambourine contre les hautes fenêtres de la bibliothèque, créant une mélodie hypnotique qui accompagne les confidences. Gabriel et Camille sont assis face à face dans les fauteuils de cuir fauve, un plateau de thé fumant entre eux. 3 semaines ont passé depuis le gala, 3 semaines de conversation à voix basse, de regards qui s'attardent, de distances qui se réduisent imperceptiblement. Le gala avait été un triomphe silencieux. Camille avait choisi un petit théâtre du Marais pour leur première sortie officielle, loin des grands salons dans ce Paris bohème où les codes sociaux se diluent dans l'art et la culture. Elle avait traversé la soirée avec une grâce naturelle qui avait fait taire les quelques murmures malveillants. Une pièce de Marivaux, des conversations sur Molière avec un metteur en scène renommé, des échanges passionnés sur l'éducation populaire avec une ancienne ministre. Elle avait prouvé que l'intelligence n'est pas une question de patrimoine. Gabriel avait découvert une Camille qu'il ne soupçonnait pas. Brillante, cultivée malgré ses études interrompues, capable de tenir tête à des intellectuels parisiens avec une simplicité désarmante. Quand un critique théâtral condescendant avait tenté de la piéger sur Racine, elle avait répondu avec une finesse qui l'avait réduit au silence. « Phèdre n'est pas seulement une tragédie de la passion », avait-elle dit. C'est l'histoire d'une femme qui découvre que l'amour peut détruire tous les codes sociaux. Quelque chose que nous comprenons tous, non? Le critique avait acquiescé, désarçonné par cette lecture à la fois simple et profonde. Mais maintenant, dans l'intimité de cette bibliothèque où il se retrouve chaque soir après le travail, une autre vérité doit être dite. Gabriel tourne sa tasse entre ses mains, les mains légèrement tremblantes. Il a préparé ce moment depuis des jours, cherchant les mots justes, le bon angle d'approche. Camille. Il pose sa tasse de porcelaine, évite son regard. Il faut que je vous avoue quelque chose que j'aurais dû vous dire depuis longtemps. Elle lève vers lui ses yeux noisettes, troublés par la gravité de son ton. Dehors, un éclair illumine brièvement les jardins détrempés, suivi du grondement lointain du tonnerre. L'orage se rapproche, comme si la nature voulait souligner la tension de ce moment. J'étais là, ce soir-là, aux Lucioles. Les mots tombent, nets, implacables. Camille se fige, le sang quitte son visage d'un coup. Sa tasse tremble entre ses mains et Gabriel voit le moment exact où la compréhension la frappe comme une gifle. Les souvenirs affluent, la robe bleue, l'humiliation, Thomas qui s'enfuit, sa solitude face au canal. Et pendant tout ce temps, Gabriel était là, témoin de sa honte. « Vous m'avez vu ?» Sa voix n'est plus qu'un murmure. « J'ai tout vu, tout entendu. » Elle se lève brusquement.
manque renverser sa tasse. La porcelaine teinte contre la soucoupe, seul bruit dans ce silence soudain oppressant. Elle fait quelques pas vers la fenêtre, le dos tourné, les épaules tendues comme si elle se préparait à recevoir un coup. C'était de la pitié alors? Sa voix se brise sur le dernier mot, mais elle se ressaisit aussitôt, se retourne vers lui. Tout ça, vos attentions, vos invitations, vos belles paroles sur ma dignité, c'était par pitié. Gabriel bondit de son fauteuil, la rejoint près de la fenêtre. Il voit son reflet dans la vitre, ce profil altier malgré la douleur, cette beauté qui transparaît même dans la souffrance. Mais il voit aussi autre chose, une colère froide qui remplace peu à peu la surprise. « Non, non, Camille, écoutez-moi, alors quoi ?» Elle se retourne brusquement et ses yeux brillent de larmes contenues. « Qu'est-ce que je suis pour vous? Un projet social ? Une bonne œuvre qui vous rachète une conscience? La pauvre fille humiliée que le grand patron va sauver ?» Ces mots claquent comme des gifles. Gabriel réalise qu'en tardant à dire la vérité, il a rendu celle-ci encore plus blessante. Vous étiez là, dans l'ombre, à me regarder me faire humilier comme un animal de cirque, et vous n'avez rien dit, rien fait. Vous m'avez laissé seul avec ma honte. Non. Elle lève la main, l'arrêtant net. Taisez-vous. Laissez-moi parler. Gabriel se tait, saisi par cette autorité nouvelle qu'elle déploie dans sa colère. Vous savez ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que vous m'ayez vu dans cette situation, c'est que vous avez attendu des semaines pour me le dire. Vous m'avez laissé croire que votre intérêt était sincère, spontané. Vous m'avez fait jouer la comédie de la découverte mutuelle alors que vous saviez déjà tout. Elle marche maintenant dans la pièce, arpentant l'espace entre les bibliothèques comme un fauve en cage. Vous m'avez observé, étudié, analysé comme un spécimen intéressant, la femme de ménage qui garde sa dignité, comme c'est touchant, comme c'est exotique pour un milliardaire qui s'ennuie. Ce n'est pas si, c'est exactement ça. Elle s'arrête face à lui, le défi du regard. Vous collectionnez les objets rares, Gabriel. Les meubles d'époque, les tableaux de maître, les premières éditions. Et maintenant, vous collectionnez la femme de ménage authentique, celle qui a de vraies cicatrices, de vraies souffrances. Comme c'est rafraîchissant après toutes ces bourgeoises superficielles. Gabriel lui saisit les poignets, doucement mais fermement. Arrêtez, vous vous trompez. Vraiment? Elle ne cherche pas à se dégager, mais son regard reste dur. Alors, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi vous ne m'avez rien dit ce soir-là, pourquoi vous m'avez laissé dans l'ignorance pendant des semaines. Gabriel la regarde dans les yeux, conscient que sa réponse déterminera leur avenir. Parce que j'avais honte. Elle cligne des yeux, déstabilisée par cette simplicité. Honte de quoi? Honte de ne pas avoir bougé. Honte de vous avoir laissé seul avec cet homme. Honte d'avoir été lâche. Il relâche ses poignets, recule d'un pas. Ce soir-là, quand cet homme vous a humilié, j'aurais dû intervenir. J'aurais dû me lever, traverser le restaurant et lui dire ces 4 vérités. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis dans mon coin, spectateur passif de votre courage. Sa voix se fait plus rauque. Et vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'étais comme lui. Pas par méchanceté, mais par ignorance. Pendant 3 ans, je vous ai regardé nettoyer ma maison sans vous voir vraiment. Comme lui, j'avais catalogué les gens selon leur utilité. Comme lui, j'étais aveugle à l'humanité de ceux qui me servaient. Camille reste silencieuse, mais sa colère semble s'apaiser légèrement. Ce soir-là, vous m'avez donné une leçon que je n'ai pas comprise tout de suite. Une leçon sur ce que signifie vraiment avoir de la classe. Ce n'est pas porter des costumes chers ou fréquenter les bons restaurants. C'est garder sa dignité quand tout s'écroule. C'est transformer l'humiliation en moment de grâce. Il s'approche encore, effleure sa joue du bout des doigts pour recueillir une larme qui a fini par couler. Je suis tombé amoureux de vous, ce soir-là, Camille. Pas par pitié, pas par curiosité malsaine, mais par admiration pure. Je suis tombé amoureux de votre vérité dans un monde de mensonges, de votre simplicité dans un univers de complications, de votre force tranquille face à ma faiblesse dorée. Il prend ses mains dans les siennes, et cette fois, elle ne résiste pas. Je suis tombé amoureux de toi, Camille. Pas de ton rôle, pas de ta condition, pas de ce que tu représentes, de toi, de ta vérité. Dehors,
Mais dans la bibliothèque, le silence est revenu. Un silence différent, moins lourd, où peut naître quelque chose de nouveau. L'aube se lève doucement sur Neuilly, chassant les derniers lambeaux de la nuit pluvieuse. Dans le jardin lavé par l'orage, chaque feuille, chaque pétale brille comme un diamant sous les premiers rayons du soleil. L'air sent la terre mouillée et les roses fraîchement écloses, cette fragrance matinale qui promet une journée nouvelle. Camille arrose les massifs de pivoine blanche, geste qu'elle accomplit chaque matin depuis 3 ans, mais qui aujourd'hui revêt un sens particulier. L'eau coule en arc-en-ciel cristallin sur les fleurs gonflées de rosée, symbole fragile de cette beauté éphémère qu'elle a appris à chérir dans sa vie difficile. Elle porte sa robe de travail habituelle, jean délavé et chemisier blanc. Mais quelque chose a changé dans sa façon de se mouvoir, une assurance nouvelle peut-être, ou cette sérénité particulière des femmes qui ont traversé la tempête et découvert qu'elles étaient plus solides qu'elles ne le croyaient. Bonjour. Gabriel apparaît dans l'allée de gravier, 2 tasses de café fumant à la main. Il a troqué ses costumes sur mesure contre un jean et une chemise de lin ouverte au col, plus détendue qu'elle ne l'a jamais vue. Cette simplicité lui va bien. Elle révèle l'homme derrière le magnate, la vulnérabilité derrière la réussite. Bonjour. Elle accepte la tasse qu'il lui tend, leurs doigts s'effleurant dans l'échange. Il reste silencieux un moment, savourant ce petit matin paisible. Un rouge-gorge piaille dans les buissons de lilas. Les abeilles commencent leur balai matinal autour des lavandes. Paris s'éveille au loin, mais ici, dans ce jardin protégé, le temps semble suspendu. « J'ai réfléchi toute la nuit », dit finalement Camille, « à ce que vous m'avez dit, à ce que cela signifie. » Gabriel ne répond pas, attendant qu'elle trouve ses mots. Il sait que cette conversation déterminera leur avenir, s'ils en ont un. Je ne sais pas si je suis capable de vous faire confiance. Pas encore. Elle boit une gorgée de café, regardant les pivoines qui ploient sous le poids de leur propre beauté. Toute ma vie, j'ai appris que les gens comme vous et les gens comme moi évoluent dans des univers parallèles, que parfois nos routes se croisent, mais qu'elles ne se rejoignent jamais vraiment. Et si vous vous trompiez? Camille sourit, un sourire triste mais lumineux, comme ces matins d'automne où perce un rayon de soleil. Et si c'est vous qui vous trompez? Si au bout de quelques mois, quelques années, vous vous lassez de jouer les Pygmalions? Si vous découvrez que l'amour ne suffit pas à combler les différences? Gabriel pose sa tasse sur le rebord de la fontaine en pierre, s'approche d'elle. Dans la lumière dorée du matin, elle lui paraît plus belle encore, cette beauté naturelle que ne peuvent imiter tous les artifices du monde. Alors nous aurons au moins essayé. Nous aurons refusé de laisser la peur décider à notre place. La peur. Camille répète le mot, le goûtant sur sa langue. J'ai peur, c'est vrai. Peur de souffrir. Peur de perdre ce travail qui me fait vivre. Peur de devenir un objet de curiosité dans votre monde. Dessel pose sa tasse à côté de la sienne, se tourne vers lui. Mais j'ai peur d'autre chose aussi. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous imaginez. Vous êtes tombé amoureux d'une image, la femme courageuse du restaurant. Mais moi, Gabriel, je ne suis pas toujours courageuse. Parfois, je pleure dans les transports en commun. Parfois, je regrette mes choix. Parfois, je regarde ma vie et je me demande si j'ai eu raison de tout sacrifier. Sa voix se fait plus fragile. Et si vous découvriez que je ne suis qu'une femme ordinaire avec des doutes ordinaires, si la réalité ne correspondait pas aux rêves? Gabriel tend la main vers elle, paume ouverte, dans un geste d'offrande et de supplication mêlée. Et moi, j'ai peur de vous perdre, peur de retourner à cette existence vide où je possédais tout et ne ressentais rien, peur de redevenir cet homme qui regardait à travers les gens au lieu de les voir. Il attend qu'elle regarde sa main tendue avant de continuer. Mais vous savez, ce qui me fait encore plus peur, c'est de ne pas essayer, c'est de laisser passer cette chance par lâcheté, c'est de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu arriver si nous avions eu le courage de franchir cette ligne invisible qui nous sépare. Elle regarde cette main tendue, soignée, aux ongles impeccables, qui n'a jamais connu la rugosité du travail manuel. Puis elle observe ses propres mains, abîmées par les produits d'entretien, marquées par les années de labeur, mais qui ont touché tant de vie, arrangé tant de beauté discrète.
Je ne vous promets pas que ce sera facile, Camille. Il y aura des jugements, des critiques, des moments de doute. Votre monde et le mien vont se heurter, parfois violemment. Nous devrons apprendre à nous comprendre au-delà des mots, au-delà des habitudes. Gabrielle fait un pas vers elle. Mais je vous promets que cela en vaudra la peine. Je vous promets que jamais, jamais, je ne vous considérerai comme acquise. Je vous promets de mériter chaque jour la confiance que vous m'accorderez. Vous savez ce qui me fait le plus peur, murmure-t-elle. Quoi? Que vous ayez raison, que cela en vaille vraiment la peine. L'Orvalet perle sur les pétales de pivoine comme autant de promesses fragiles. Camille inspire profondément, sentant l'air matinal gonfler ses poumons, porter en elle cette énergie nouvelle des recommencements. Si nous faisons cela, dit-elle lentement, ce sera selon mes règles. Pas de pitié, pas de condescendance, pas de sauveur et de sauvé. Deux personnes égales qui choisissent de construire quelque chose ensemble. Oui, pas de transformation miraculeuse. Je reste qui je suis, avec mon travail, mes responsabilités, mes origines. Si vous ne pouvez pas aimer la femme de ménage, vous ne pourrez pas m'aimer moi, je comprends. Et pas de conte de fées. L'amour ne résout pas tout. Il faudra du temps, de la patience, des compromis. Beaucoup de compromis. Gabrielle acquiesce, conscient qu'elle lui tend un contrat moral plus contraignant que tous ceux qu'il a signés dans sa carrière. Lentement, très lentement, elle place sa main dans la sienne. « J'ai encore peur », avoue-t-elle, « mais cette fois, ça vaut la peine d'essayer. » Leurs doigts s'entrelacent dans la lumière naissante, scellant un pacte que ne garantit aucun contrat, qu'aucune convention sociale ne protège. Juste deux êtres humains qui choisissent l'amour malgré les obstacles, la vérité malgré les apparences, l'espoir malgré les différences. Dans le jardin de Neuilly, au petit matin de juin, une nouvelle histoire commence. Pas un conte de fées, une histoire vraie, avec ses incertitudes et ses défis. Mais une histoire où la dignité a vaincu le mépris, où l'authenticité a triomphé des préjugés, où l'amour a trouvé le courage de se dire. Et au fond, c'est déjà un miracle. Gabrielle lève leurs mains jointes vers ses lèvres, y dépose un baiser léger comme une promesse. Dans les yeux de Camille, il voit encore de l'inquiétude, mais aussi quelque chose d'autre. L'espoir. L'espoir que deux mondes peuvent se rencontrer sans que l'un détruise l'autre. L'espoir que l'amour véritable ne se contente pas d'effacer les différences, mais les transforme en richesse partagée. C'est le début de leur vraie histoire. Et voilà, l'histoire de Camille et Gabrielle nous rappelle que l'amour véritable ne connaît ni frontières sociales, ni préjugés. Il naît de la reconnaissance mutuelle de nos humanités les plus profondes. Dans les commentaires, dites-moi en un seul mot ce que cette histoire vous inspire. Dignité, courage, espoir. Quel mot résonne le plus avec vous? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Radio Romance et à nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Ensemble, nous continuerons à explorer ces récits qui nous rappellent la beauté de l'âme humaine.